Il est 13h, Madame, Monsieur, bonjour. Voyons ensemble les sommaires de cette édition. La rentrée des parlementaires de l'Assemblée nationale marquée par un discours solennel du président Adama Bictogo, un tour d'horizon des activités parlementaires de la session ouverte, un exposé sur la vie politique, économique et sociale du pays en présence du Premier ministre représentant du président de la République. Les premiers jours du mois d'octobre sonnent la sensibilisation au cancer du sein en Côte d'Ivoire. La lutte enregistre des progrès remarquables. Le risque de décès est réduit d'un quart. Le pays enregistre moins de 25% de risque de mortalité. La lutte s'accentue avec la campagne Octobre Rose. Et cette actualité, le Kenya prend la tête de la future force en Haïti à la demande des États-Unis. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a autorisé hier l'envoi de forces multinationales sur demande de Port-au-Prince pour améliorer la situation sécuritaire qui dénombre près de 2800 meurtres en moins d'un an en Haïti. Bienvenue à tous. La Côte d'Ivoire, terre du cacao, reçoit le cinquantenaire de l'Organisation internationale du cacao, ICCO, célébré ce mardi à Abidjan. Cette commémoration rassemble les pays exportateurs et importateurs de cacao autour des questions de durabilité de l'économie cacaoyère et de revenus des producteurs de cacao. Les défis communs auxquels se trouvent confrontés les États producteurs commandent les réflexions collectives sur la formulation de réponses appropriées. Le président de la République, Alassane Ouattara, prenait part à la cérémonie d'ouverture de célébration qui a d'ailleurs enregistré une adresse du Premier ministre ivoirien qui s'est prononcé sur les avantages de l'engagement de la Côte d'Ivoire et du Ghana pour améliorer la vie des agriculteurs, des communautés et également de l'environnement. La deuxième session ordinaire pour l'année 2023 de l'Assemblée nationale s'est ouverte en présence de 255 députés de la Chambre basse du Parlement ivoirien. Une session qui sera consacrée à l'examen du budget de l'État et autres projets de loi déjà sur la table des élus de la nation. On le voit dans ce télémoin de Marie-Chantal Akanda. La solennité a marqué l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale, débutant par un moment de recueillement avec une minute de silence observée en hommage à deux illustres personnalités politiques récemment disparues, Henri Konan Bédié, ancien président de l'Assemblée nationale, et Gaston Ouassiennan Koné, ex-président du groupe parlementaire du PDCI. Dans son discours, le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, a indiqué que la session d'octobre qui s'ouvre, dénommée session budgétaire, est consacrée essentiellement à l'examen des lois de finances publiques. Nous avons l'obligation de nous assurer que le budget programme présenté par chaque ministère est en cohérence avec les ambitions et la stratégie proposée pour une gestion efficiente des ressources disponibles. Nous serons amenés à examiner, aussi bien en commission qu'en plénière, 18 projets de loi sont soumis à notre appréciation. Il s'agit notamment de 12 projets de loi ordinaires, de 3 projets de loi de ratification d'ordonnances et de 3 projets de loi d'autorisation de ratification et de conventions internationales. En somme, le discours du président de l'Assemblée nationale a mis en lumière l'importance de la diplomatie parlementaire et a annoncé la tenue de la 18e conférence de l'Union parlementaire de la coopération islamique en Côte d'Ivoire en 2024, renforçant ainsi la position internationale du pays. En point de mire de notre stratégie, l'Assemblée nationale, en collaboration avec le Sénat, s'apprête à abriter en Côte d'Ivoire la 18e conférence de l'Union parlementaire de la coopération islamique, UPCI, branche parlementaire de l'OCI, dans le courant du premier trimestre de l'année 2024. Ce sera une toute première pour notre pays, qui aura l'honneur d'accueillir une conférence interparlementaire de ce niveau. Pour l'ouverture de la deuxième rentrée parlementaire, le discours reflète les défis auxquels la Côte d'Ivoire est confrontée et met en lumière l'engagement du Parlement à travailler en collaboration avec l'exécutif pour surmonter ces défis et poursuivre le développement harmonieux du pays.
Une autre rentrée, celle des universités publiques, privées et des grandes écoles en Côte d'Ivoire. Une saison marquée par l'ouverture de la 9e université du pays à Bondoukou. Le centre d'enseignement supérieur d'études et de recherche fait la fierté de tout le Gontougo. Reportage avec Herman Niamia. Dans cet amphithéâtre bondé de monde, composé essentiellement de professeurs d'université, d'élus et cadres du Gontougo, des rois, des brons et de Bouna, de guides religieux, de chefs traditionnels, d'étudiants et de citoyens lambda, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, donne un coup inaugural aux étudiants. Nous sommes à la rentrée académique de l'université de Bondoukou. L'institution universitaire vient d'ouvrir officiellement ses portes en présence de milliers de personnes. Pour cette rentrée, toutes les UFR ouvrent à la volonté de M. le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, sauf celle des sciences de la santé. De même, nous ouvrons à la demande de M. le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique l'École nationale supérieure d'architecture et d'urbanisme, dont les premiers étudiants, au nombre de 60, 30 en architecture et 30 en urbanisme, ont été retenus à l'issue d'un test de sélection. L'université de Bondoukou, qui ouvre ses portes aux étudiants ce jour, est un rêve longtemps caressé par les populations du Gontougo qui vient de se réaliser. Elles ont donc exprimé leur reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara pour ce cadeau qui met le district du Zanzan sur le chemin de l'émergence. Avec cette université, il aura tout donné parce qu'il prépare l'avenir de cette région, l'avenir de ce district. Vraiment, on voudrait lui dire infiniment merci. C'est un cadeau immense que le chef de l'État vient de nous faire. Et nous allons, au cours de l'année 2024, le peuple du Zanzan lui rendra un hommage mérité pour tout ce qu'il a fait pour nous. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a indiqué que l'ouverture de l'université de Bondoukou va contribuer à absorber le nombre de nouveaux bacheliers sans cesse croissant. Nous avons dans notre dispositif d'enseignement supérieur et de recherche scientifique une grande partie des apprenants qui se trouvent dans le supérieur privé, c'est-à-dire dans les universités et grandes écoles privées. J'ai même pris l'exemple de l'année 2022, année au cours de laquelle sur 293 610 étudiants, on avait 53% des apprenants donc, qui étaient dans le dispositif public, c'est-à-dire dans les universités et grandes écoles publiques. Les 47% restants se trouvaient dans les universités et grandes écoles privées. Ce qui coûte énormément cher à l'État parce que, bon an, mal an, c'est à peu près une quarantaine de milliards que l'État alloue au paiement des frais de scolarité dans les établissements privés. Présent à cette cérémonie aux côtés de son collègue du gouvernement, le ministre Bruno Nabagné-Koné a fait la leçon inaugurale sur le thème « Art et innovation pour une employabilité de la jeunesse, cas de l'architecture et de l'urbanisme ». Il fallait prendre cette décision de commencer à former localement des acteurs dans ces deux métiers essentiels. Deuxièmement, nous avons montré en quoi ces deux métiers sont importants pour le développement de notre pays. Développement en termes de création d'emplois, développement en termes d'accompagnement de tout ce qui est bâtiments et travaux publics. L'université de Bondoukou porte à 9 le nombre d'universités publiques que compte la Côte d'Ivoire. À l'image des autres universités régionales, celle de Bondoukou va participer au développement de la région du Gontougo. Voilà, l'université de Bondoukou, pôle d'enseignement novateur, prémisse de développement pour une région. Voyons ce qu'on en pense dans le Gontougo. Un mois, octobre, une cause, le cancer du sein. La lutte contre cette maladie est symbolisée par la formule Octobre Rose. Entre les épines de la rose, caractérisées par la souffrance des patients, et l'arôme floral, représentant l'espoir de guérison, les résultats sur le terrain, eux, sont tangibles. Le cancer du sein, en chiffres, se heurte à une première réalité. Difficile de trouver des statistiques récentes. Les dernières en date remontent à 2021. Au programme national de lutte contre le cancer, l'on enregistre 3300 nouveaux cas de cancer du sein chaque année, avec près de 1800 décès. Il représente le premier cancer de la femme en Côte d'Ivoire, avec près du tiers de tous les cancers féminins et 19% des cancers en général. Passé ce constat, la politique de la lutte, elle, se décline en infrastructures de pointe et en offre de prise en charge liée au traitement. Le Centre national de radiothérapie, Alassane Ouattara, CNRAO, comptabilise au 31 décembre 2021 1627 traitements par radiothérapie. Plus de 8000 patients de la sous-région ouest-africaine s'y sont traités. 755 parmi eux ont bénéficié de prise en charge gratuite, estimée à 2,7 milliards de francs CFA.
Les initiatives de cet établissement de référence ont contribué à faire chuter de 25% le risque de décès lié au cancer du sein. Des résultats qui seront consolidés durant ce mois d'octobre où le dépistage du cancer du sein passe exceptionnellement de 25 000 à 2 000 francs CFA au CNRAO. Il est offert gratuitement lors de plusieurs campagnes menées par les ONG. Un élément de Didier Nguessan qui montre bien que la campagne Octobre Rose est bien lancée. Le préscolaire des structures socio-éducatives a fait sa rentrée le 2 octobre. Les centres de protection de la petite enfance et les centres d'action communautaire de l'enfance devront accueillir pour cette année 19 441 enfants de 0 à 5 ans. Nasseneba Touré, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, a visité crèches et CPPE dans les communes de Marcory et de Port-Bouet. C'est un reportage d'Amidia Souba et Didier Nguessan. À l'occasion de la rentrée scolaire 2023-2024 dans les structures socio-éducatives, Nasseneba Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, a visité 2 centres pour s'assurer du démarrage effectif de la rentrée. La Côte d'Ivoire compte 509 structures socio-éducatives, dont 112 centres de protection de la petite enfance et 159 centres d'action communautaire pour l'enfance, avec 2 crèches-garderies publiques et 236 crèches-garderies et centres de protection de la petite enfance dans le privé. La première halte à Makori, zone 4. Ce centre spécialisé dans la crèche et la garderie accueille près de 20 enfants allant de 6 mois à 3 ans avec toutes les commodités requises. Ensuite, Kapemi sur le multicentre de protection de la petite enfance situé dans la commune de Port-Bouet. Il accueille près de 280 enfants. Les enfants sont initiés à l'éveil cognitif, à la socialisation, aux pré-mathématiques et à l'éveil aux langues. Un moment fortement apprécié par la petite Ange Roxane en grande session. Je suis très heureuse de prendre la parole au nom de tous mes amis pour vous souhaiter la chaleureuse et cordiale bienvenue. Bienvenue au centre de protection de la petite enfance CPPE de Port-Bouet. Oui, à quoi va de notre belle école pour la rentrée scolaire 2023-2024. Le gouvernement ivoirien entend multiplier dans les prochaines années les crèches publiques pour faciliter la proximité des parents avec les enfants. Nous prévoyons 5 en tout cas pour les années triennales de 2024, 25 et 26 dans le Grand Abidjan, Yamoussoukro-Bouaké, dans les environnements des grands services administratifs comme les tours au plateau et aussi réduire les difficultés du transport et le temps du transport peut être un temps attribué à la famille. C'est aussi une initiative qui permet au moment d'être autonome. L'année dernière, 18 967 enfants étaient inscrits au préscolaire, soit une hausse de 2,48%. Pour cette année académique, ils sont au nombre de 19 441 qui vont faire leur premier pas dans le monde scolaire. À présent, une page sur la 6e édition du Sahara qui se déroule à Abidjan. Depuis le 29 septembre dernier, le salon offre de grandes opportunités au monde agricole. L'exemple avec ce don d'équipement d'une valeur de 12 milliards de francs CFA dédié à une trentaine de coopératives des filières EVA et palmier à huile, Lanciné Bakayoko. Ces équipements offerts par le conseil EVA palmier à huile sont constitués de tracteurs, de récolteuses de régime, de perches mécanisées et d'engrais. Au total, 24 coopératives ont été sélectionnées, dont 10 dans l'EVA et 14 issues de la filière palmier à huile, ainsi que 20 groupements de transformation artisanale, en l'occurrence des coopératives de production de savon. Des équipements qui ont coûté 12 milliards au conseil EVA palmier à huile. En mettant en place ce genre d'équipement, ça permet donc de soulager les parents, ça permet de soulager les mamans. Et ça leur permet d'être plus efficaces, ça leur permet d'être plus rentables dans cette activité. Ces équipements offerts entrent dans le cadre du projet d'urgence d'appui aux filières EVA et palmier à huile, aligné sur le programme d'urgence pour la relance de la croissance agricole PURGA. L'objectif de ce projet, qui vise à aider 40 PME ou coopératives spécialisées, est de résoudre les problèmes de financement et de pénibilité des opérations des filières EVA et palmier à huile, également les problèmes liés au manque de main-d'œuvre. Au Sahara, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a visité les stands des 2 spéculations agricoles.
Les dirigeants de la Promac, association des professionnels de caoutchouc naturel, ont profité de la présence de Kobena Kwasi Adjoumani pour évoquer la vie de la filière EVEA. Aujourd'hui, les nouveaux textes européens, zéro déforestation, etc., il était important qu'on présente au monde entier que nous produisons un caoutchouc durable. Nous ne plantons pas, nous ne déforestons pas pour planter. Lorsqu'on doit planter, on utilise des zones où il n'y a pas d'arbres, où il n'y a que de la savane. Et nous mettons en place la traçabilité. Désormais, tout le caoutchouc que nous exportons en Europe doit pouvoir être tracé. Nos clients doivent savoir exactement de quelle plantation ce caoutchouc vient. La filière EVEA enregistre un déficit de 20 000 seigneurs, d'où l'appel aux jeunes à s'intéresser au métier du latex et plus globalement à l'agriculture. Notre initiative louée il y a quelques jours, c'est l'augmentation des prix Borchamp pour la campagne principale de commercialisation 2023-2024 du café et du cacao. Les prix sont fixés à 1 000 francs CFA pour le kilogramme du cacao et 900 francs CFA pour le kilogramme du café. À Miyagi, qu'en pensent les producteurs et comment s'organisent les coopératives pour écouler le plus de cacao pour cette campagne commerciale? On le voit dans ce téléman de Didier Nguessan. Ces fèves de cacao valent de l'or et comme la pierre précieuse, elles sont bichonnées par les coopératives en attendant de les vendre. Et justement, le prix d'achat est en hausse de 100 francs CFA par kilogramme pour la campagne 2023-2024, passant de 900 à 1000 francs le kilogramme. Dans la Nawa, grande région productrice de cacao, des revenus plus importants pour les producteurs qui leur permettront de faire face aux dépenses liées à la rentrée scolaire. Je viens de payer mon cacao. Le prix est à 1000 francs. Vraiment, le prix est bienvenu pour nos planteurs, pour nous les planteurs, puisque c'est la rentrée. Avec le 100 francs de plus, ça nous permet de payer les papiers, payer beaucoup de choses, les kakis pour nos enfants. Même quand c'était à 900 francs, j'ai payé un terrain que j'ai commencé à construire. C'est vrai, je n'ai pas encore fini, mais avec les 1000 francs, je vais encore faire plus. Là, bon, ils ont mis 1000 francs. Bon, ça nous permet de pousser les enfants. 100 francs de plus, en tout cas, c'est déjà beaucoup. Donc, j'espère bien qu'au moins dans les années qui viennent après, peut-être on puisse quand même avoir aussi plus que ça. Donc, on remercie vraiment le gouvernement, tout ce qu'il fait pour nous. Les enfants puissent quand même aller à l'école. Chacun de nous puisse quand même faire au moins cette vérification, tout ce qu'il devrait faire. Le prix satisfait les sociétés coopératives. Le prix 1000 francs, là, ça serait respecté. Bon, les planteurs commençaient à apprécier, d'autres même ont commencé, ils avaient déposé le cacao, ils ont commencé à envoyer des pots-ventes. On remercie le chef de l'État pour ce geste qu'il fait en faveur de nos parents producteurs. Les gestionnaires de sociétés coopératives espèrent pour les prochaines campagnes voir leur marge être améliorée. La marge des coopératives depuis la réforme est de 80 francs. Avec toutes les charges, on paye les impôts, les travailleurs, 80 francs. Ce côté-là aussi, le gouvernement doit penser à nous qui sommes acteurs de la chaîne de valeur du cacao. Depuis 2011, ils ont fixé la marge là. La marge n'a jamais bougé. Or, il y a beaucoup de difficultés dans ça. Les producteurs de Miyagi invitent toutefois le gouvernement à faire respecter le prix d'achat sur le terrain. Et cet autre rapport à saluer, c'est la saisie de 1400 tonnes de drogue et de stupéfiants par la police nationale dans la région du Tongpi. Le développement avec Mamadou Kwasi. Belle opération pour la police nationale. Les éléments de la direction régionale de la police des stupéfiants et des drogues de Mans viennent de saisir 1,400 tonnes de médicaments de qualité inférieure et falsifiés, dont plus de 2000 plaquettes de tramadol avec des boissons énergisantes. C'est le fruit de 10 jours d'opérations menées dans plusieurs localités de la région du Tongpi, dont Mans et Danané. Nous avons pris le taureau par les cornes. On a déjà commencé à investir tous les environs des établissements, ce qui a valu la première saisie dans le kiosque qui a fait un interpellé de tous ces médicaments de tramadol. Également, nous avons approché certains chefs d'établissement afin que tout ce qui est kiosque, tout ce qui est commerce aux alentours de ces établissements soit dorénavant détruit. Une opération saluée par le préfet de police de Mans. Le commissaire divisionnaire Brahima Ouattara marque la détermination et l'engagement des équipes à traquer tous les acteurs de ce commerce illicite dans la région du Tongpi.
Il en appelle à la collaboration de la population pour éradiquer le fléau de la drogue qui gangrène la société ivoirienne. Je demande à tout un chacun de faire confiance à sa police, mais surtout, corps et âme, de s'engager auprès de sa police pour œuvrer au bien-être d'elle-même, ces populations. Parce que vous voyez, c'est notre jeunesse qui est impactée, nos jeunes enfants, nos jeunes neveux, cousins, en tout cas des parents tout court, qui seront impactés par ces effets néfastes de cette drogue-là. Des campagnes de sensibilisation sur les dangers de la drogue à l'endroit des élèves et des chefs d'établissement sont en cours dans la région de Tonkui par les équipes de la commissaire Béou Irima, tout en multipliant les opérations terrain. La valeur marchande de ces stupéfiants et des drogues saisis est évaluée à plus de 6 millions de francs CFA. Ces produits seront détruits sous le regard du procureur de la République dans quelques jours. Voilà, ce sont des actions de la police nationale qui participent à la paix et la stabilité des populations ivoiriennes. Hier était célébrée la 16e journée internationale de la non-violence, une date qui marque également l'anniversaire de naissance de Mahatma Gandhi, pionnier de la non-violence. Les Nations Unies souhaitent pour cette journée favoriser la culture de la paix, de la tolérance et de la compréhension des valeurs qui sont enseignées aux jeunes générations ici en Côte d'Ivoire. Khalil Diomandé. Accolade et trinité enthousiasme partagé ce lundi 2 octobre au groupe scolaire Gandhi de Yopougon. L'établissement célèbre la 16e journée internationale de la non-violence, une journée qui marque également la commémoration de la naissance de Mahatma Gandhi, figure de proue de la non-violence. Chaque célébration est l'occasion renouvelée pour inculquer aux tout-petits les valeurs de paix. On nous a dit aussi de nous pardonner les uns les autres, de nous aimer les uns les autres. Si ton ami t'a fait quelque chose, tu n'as pas aimé, il faut lui dire, il va te demander pardon et puis vous allez faire la paix. La violence ne résout rien. Donc nous les élèves, on s'engage à cultiver la paix et l'amour. Depuis l'instauration de cette journée en 2007 par les Nations Unies, l'établissement en a fait une tradition. Des messages pacifiques sont gravés sur les façades de l'école pour la circonstance. La non-violence est le socle de notre programme éducatif parce que nous sommes sûrs et certains que c'est en semant des graines dans la génération florissante que nous pouvons espérer avoir un meilleur futur. To teach them the non-violence because everything can be sorted out without. Nous croyons que toute cause, tout problème peut être résolu sans l'utilisation de la violence et donc par les préceptes que Mahatma Gandhi a enseignés, notamment la non-violence. And this is the message of peace to the world. Né le 2 octobre 1869 à Port-Bandar et décédé le 30 janvier 1948, Mahatma Gandhi est connu pour avoir joué un rôle crucial dans l'accession de l'Inde à l'indépendance en 1947. Voilà des valeurs de paix et de pardon qui sont enseignées par toutes les religions. Et l'Église catholique est dans le deuil depuis le décès de l'archevêque émérite de Korogo. Monseigneur Marie-Daniel Dadier a été rappelé à Dieu hier, lundi 2 octobre, ordonné prêtre en 1979. Grace Kando nous raconte une histoire de sacerdoce. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Une voix que le peuple de Dieu en Côte d'Ivoire n'entendra plus. L'Église catholique pleure l'un de ses illustres serviteurs. Archevêque émérite de Korogo, Monseigneur Marie-Daniel Dadier s'est éteint à jamais. Hier à Paris, des suites d'une longue maladie. L'information a été donnée par le secrétaire général de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Monseigneur Marie-Daniel Dadier a été nommé archevêque métropolitain de Korogo le 12 mai 2004. Avant cette nomination, il fut évêque auxiliaire de Korogo de mai 1998 à octobre 2002. Puis de 2002 à 2004, évêque de Katiola. En 2017, Monseigneur Marie-Daniel Dadier présente sa démission pour des raisons de santé au pape François. L'archevêque émérite de Korogo rejoint la maison du Père Céleste à 71 ans. Là où il n'y a ni pleurs ni douleur, mais le repos éternel.
serviteurs de l'Église catholique entrent dans le repos alors que des fidèles chrétiens refont le parcours du Christ en Israël. Le témoignage d'un pèlerinage par Lansine Bakayoko, Lansine Ouattara. C'est à Tel Aviv, en Israël, à l'aéroport Ben Gourion, que la délégation de pèlerins ivoiriens, composée de pasteurs et de fidèles, a atterri après avoir quitté Abidjan la veille. Ils ont été accueillis par l'ambassade de Côte d'Ivoire dans ce pays pour marquer encore une fois le soutien de l'État et des autorités. Des pèlerins visiblement heureux d'être en Terre Sainte pour toucher et sentir la réalité biblique, mais aussi découvrir et redécouvrir l'histoire durant près de 10 jours. Aujourd'hui, Dieu nous fait la grâce d'être là pour voir et puis toucher du doigt les réalités des Écritures saintes dont nous avons entendu parler. C'est une joie. Nous sommes émus, nous sommes heureux. Et nous prions le Seigneur, pendant que nous sommes ici, qu'il aperçoive dans notre nation. C'est un sentiment immense. Je n'avais jamais imaginé qu'un jour je serai dans les traces du Christ, qui m'emmène à prier pour mon pays, pour ma famille. Sentiment de joie, sentiment de privilégié, sentiment vraiment d'être fier d'abord d'être ivoirienne. Et pour cela, on dit merci à nos autorités qui ont permis qu'on ait ce pèlerinage. Oh oui, bénis le Seigneur. C'est en prière et en cantique que ces chrétiens ivoiriens ont pris le chemin du mont Tabor, où le Christ a révélé sa nature divine à 3 de ses disciples selon des Écritures saintes. C'est vraiment un privilège que le Seigneur me fait avec mon épouse de venir en ce lieu. Et ce matin, c'est la première visite au mont Tabor, où a eu lieu la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, le Seigneur a laissé toute son humanité pour entrer dans toute sa gloire, dans toute sa divinité. Après cette étape, direction Cana, autre lieu symbolique toujours en Galilée, où Jésus a accompli son premier miracle, celui d'avoir changé l'eau en vin aux noces de Cana. Autre halte marquée par la délégation ivoirienne, le mont Carmel, le lieu du sacrifice du prophète Élie, celui qui défia les dieux de Baal pour témoigner de la puissance du Seigneur. Je viens de visiter le site du mont Carmel, qui est plein de révélations. Et aujourd'hui, je comprends plus ou moins combien de fois Élie, un homme ordinaire comme nous, a défié toute une génération de prophètes de Baal. Enfin, dernière halte de ce premier jour de pèlerinage, le mont du précipice ou du Sceau, situé au sud de Nazareth. L'endroit indiqué selon la Bible comme celui où les habitants, ne reconnaissant pas Jésus-Christ comme Messie, ont tenté de le jeter du haut de la montagne de 395 mètres d'altitude. Tout au long de ces visites du premier jour, la délégation a prié et demandé la paix pour la Côte d'Ivoire, les autorités et l'ensemble des Ivoiriens. Des visites des lieux saints comme le mont des Béatitudes, le Jourdain où le Christ reçut le baptême, le mur des Lamentations, mais aussi les villes de Jéricho, Jérusalem ou encore Bethléem sont prévues au cours de ce pèlerinage. La religion à nos traditions, les hommes font le pont. Voyons ces images de la pure tradition à Tchan à l'occasion de l'installation du chef du village d'Akoué-Santé dans la commune de Bingerville. Et c'est avec Godefroy Kambawa. C'est un rituel qui répond à des codes lors de la transmission du pouvoir entre générations en pays à Tchan. Ici, le chef guerrier de la génération d'Igbo dans le village d'Akoué-Santé, génération sortante dans la gestion du pouvoir, transmet le sabre symbole du pouvoir du guerrier à celui qui a été désigné comme le nouveau chef dans ce village dans la commune de Bingerville. Akoué-Santé, la désignation du chef est différente des autres villages. Ce n'est pas la génération au pouvoir qui désigne elle-même un chef, les membres de la génération. La désignation du chef se fait par la génération cadette et la génération sortante, de manière concertée le chef parmi la génération au pouvoir. Par la suite, il sera installé dans ses fonctions par l'autorité préfectorale. Toujours chercher à préserver la paix. Nous comptons sur vous. Nous voyons déjà vos actions au niveau de ce village. Nous vous demandons de poursuivre ces actions pour renforcer davantage la cohésion sociale et la paix. Je me félicite de l'esprit de grandeur et de rassemblement des fils et des filles de ce beau village qui a prévalu et qui a permis à la communauté de porter son choix sur notre très cher honorable Adja Amani Steve Hervé. Adja Amani Steve est ainsi installé dans la pure tradition en pays à Tchan. Il reçoit le soutien de ses pairs, chefs de village, venus également témoigner leur attachement aux valeurs
et à la culture propre au peuple hatchan. Le nouveau chef mesure donc la portée de sa mission. Nous souhaitons qu'il y ait l'entente, la concorde et l'entraide parmi les filles et les fils d'Akwe Santé. C'est une ère nouvelle qui débute ainsi dans ce village pour les 15 prochaines années. Adja Amani Steve est le 9e chef dans l'histoire du village d'Akwe Santé. Et l'actualité hors de nos frontières, le Conseil de sécurité des Nations Unies a donné son feu vert pour l'envoi des forces multinationales menées par le Kenya pour aider la police dépassée par les gangs. Mission réclamée depuis 1 an par Port-au-Prince. Un soutien opérationnel avec pour objectif d'améliorer suffisamment la sécurité en Haïti pour organiser également des élections alors qu'aucun scrutin n'a eu lieu dans le pays depuis 2016. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez à 20h Fatou Fofana Camara pour le Prime du soir. Je vous souhaite un bel après-midi sur RTI 1.